Dans cet épisode de la Quinterview, j'aurais juste besoin d'un des trucs, c'est que tu dises la Quinterview. Est-ce que je peux modifier ou pas? Tu peux faire ce que tu veux, essaye tous les mois. La Kingterview. Mais non, ça s'appelle la Quinterview. Bah oui, mais t'as un king, donc c'est la Kingterview aujourd'hui. D'accord. Mais on peut aussi dire la Clownterview. Ok. La Bipterview. Allez. La Quinterview. Ah, bah tu vois quand tu veux. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, c'est le premier épisode de 2024. Youpi! Alors, youpi à vous, youpi la vie. Et dans cet objectif de dire youpi à 2024, j'ai décidé d'inviter un artiste qui mêle avec brio le drag king, mais aussi le clown. D'origine russe, il est imbibé de comédie française jusqu'à la moelle. Grand passionné de plongée, c'est avant tout un artiste engagé qui mène des combats queer pour l'inclusivité, contre la grossophobie ou la sérophobie. Bref, vous l'aurez compris, c'est la meilleure façon de commencer 2024. Son gel hydroalcoolique est en place. Bienvenue pour ta Quinterview, Miss... Oh non! Non! Désolée. J'ai pas le droit de l'avoir loupé celui-là. Bienvenue pour ta Quinterview, Miroslav, toi les mains. Je suis très très déçu par moi-même. Non, Parce il que faut vraiment... pas. C'était magique. Avant de commencer, quels sont tes pronoms et comment je m'adresse à toi? Eh bien là, puisque c'est Miroslav qui est là, même en civil, c'est il. Mais en civil, en Olga Auguste, ce sera Yel. Donc à l'oral, c'est plutôt pronom alterné. Ok, bon, on essaiera de faire un petit peu tout ça, dans tous les cas. Parfait, je te fais confiance. Donc du coup, est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview? Oui, absolument. Et tu parlais tout à l'heure de mon gel hydroalcoolique, c'est mieux que ça, c'est un pchit. Et je sais pas si on l'entend si je fais ça. On l'entend voilà, très mon bien. fameux pchit à la lavande que tout le monde connaît maintenant. Enfin, ceux qui m'ont fréquenté dans le drag. Tu sais que, on va le dire entre nous, mais c'est vrai que tu écoutes beaucoup la Quinterview, que la Quinterview t'accompagne. À quel moment, globalement? Quand je me maquille, par plaisir et pour éviter de trop bachoter mes lip syncs et de les écouter pendant les 3 heures où je me maquille, parce que oui, je suis un connard qui prend 3 heures pour faire son mug, 3 heures quand ça va bien. Une fois, j'ai fait 2 heures et j'ai jamais réussi cet exploit à nouveau. Mais bref, voilà, du coup, je l'écoute au make-up. Pendant un temps, j'ai eu pas mal d'épisodes à rattraper, donc c'était chouette. Et maintenant, ça y est, j'arrive au bout. Et le prochain que je vais écouter, manifestement, C'est le tien. j'en connaîtrai déjà le contenu. Normalement, oui. Bon, c'est vrai que moi je ne fonctionne pas à la flatterie, on va dire, pour choisir mes invités, et donc c'est pas pour ça que je t'ai invité. Enfin peut-être, on saura jamais. Voilà. Donc à ceux qui écoutent, ceux ou celles qui écoutent, flattez-moi. Dans un premier temps, avant de parler avec Miroslav toi les mains, je voulais m'adresser à Olga Auguste. Où est-ce que t'as grandi et quelles sont tes origines? Eh bien, je suis née en URSS, en URSS, comme disent les profs d'histoire géo. Ils disent ça, ils disent en URSS. Ah, t'as pas eu ça? Moi, c'était un marronnier. Chaque année, les profs d'histoire géo, l'URSS, pour dire l'URSS. Donc oui, je suis née en 89. Donc comme ça, vous avez mon âge. Et du coup, sur mon acte de naissance, j'ai le marteau, la faucille, tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai encore ma nationalité russe. J'y ai vécu quasiment 3 ans. Et ensuite, en 92, c'était la fameuse fuite des cerveaux vers l'ouest. Et mes parents étant scientifiques, ils faisaient partie du lot. Mon père a trouvé un job au CNRS. Tous les deux avaient le même niveau. Ma mère, elle, par contre, c'était une femme. Donc, son doctorat... Voilà. Il n'existait plus, non, enfin plus vraiment. Donc elle a dû faire laborantine pendant un certain temps pour remonter les échelons derrière, et elle faisait aussi du ménage à côté, etc. Et comment c'était de grandir en France? Est-ce que t'as senti un peu le dépaysement, même si t'avais que 3 ans? J'ai peu de souvenirs du sentiment de dépaysement. Moi, je sais que j'étais contente d'aller, je veux dire plutôt contente parce qu'à l'époque, voilà, je me posais pas toutes ces questions. J'étais plutôt contente de suivre mes parents et ils m'avaient vachement hypé pour dire à quel point c'était la dèche en Russie. Manifestement, ils m'avaient hypé en me disant ouais, en France, il y a plein de bananes. Tu pourras manger des bananes tout le temps.
Ah voilà, ouais. c'est eux qui m'ont raconté ça, je me souviens pas. Ok. Mais moi, ce qu'on m'a dit, parce que voilà, j'ai quelques images de ma vie en Russie avant le déménagement et puis de mon arrivée, mais il me manque plein d'infos. C'est les parents qui me les racontent régulièrement. Enfin, qui me les racontaient, parce qu'on se parle plus trop maintenant. Je sais que j'ai eu une période de rejet du français à l'arrivée, et dès que j'ai commencé à le causer, j'ai eu un rejet du russe. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, tu parles et français et russe? Oui, malheureusement, mon français est meilleur que mon russe, et même mon anglais est meilleur que mon russe, parce que je le pratique assez peu, et que c'était un russe assez domestique, pas du tout actuel. Enfin, je veux dire, il va me manquer plein de vocabulaire. À chaque fois, on me demande « Ah ouais, dis-moi comment on dit telle insulte ou telle expression atrocement vulgaire en russe », et moi, je vais bugger, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport, en plus, aux gros mots en Russie. Ils sont perçus de manière beaucoup plus violente. Et comment on dit telle insulte ou telle expression en russe? Non, tu as mal prononcé mon nom, Miroslav Touléman, ça va. Quels sont tes premiers souvenirs, on va dire, de France? Qu'est-ce qui t'a marqué en premier en France? La première image qui me revient, c'est celle de l'avion. Je me souviens que c'était un très vieil avion, et je me souviens d'avoir pris plusieurs fois ce modèle, parce que du coup, je suis retournée parfois, pas mal en vacances en Russie, chez la grand-mère, chez la tante, etc. Donc je me souviens d'un avion très vieux, avec un espèce de tableau accroché, et je sais que je l'ai vu plusieurs fois. Donc il y a ça qui me reste, et il y a aussi le moment moins marrant où ma mère me dépose à la maternelle, à l'école maternelle, et où je pleure parce que je vais être larguée, quoi. Mais ce qui s'est passé derrière, j'ai plus trop de souvenirs. Après, je me vois en train de manger la colle comme les autres enfants, et de peindre les murs de la cour, et faire toutes ces choses-là. Manger de la colle, oui. Manger de la colle comme les autres enfants. Et l'odeur des... Attends, c'était les polycopiers, hein, c'est ça, les trucs, ça sort avec l'encre violette et ça sent l'alcool chaud, enfin voilà. Faudrait faire un parfum d'ambiance polycopier. L'idée est déposée, ne cherchez pas. Est-ce que tes parents, ils t'ont parlé, ou ta famille t'a parlé un peu de leurs souvenirs en Russie, de leur enfance, de la manière dont ils ont grandi là-bas? Ma grand-mère, qui est scientifique aussi, c'est une physicienne, sans être la personne la plus libérale, enfin j'aime pas ce mot, mais voilà, du monde, elle est choquée par plein de choses, etc., etc., mais elle a quand même tenu à essayer de faire travailler l'esprit critique de ma mère, et du coup elle lui passait des bouquins interdits. Je ne saurais plus me dire lesquels, mais je sais que la musique, le rock à l'époque, quand elle était ado, c'était un truc de ouf, et notamment les Eagles qu'elle m'a fait beaucoup écouter derrière. Pour elle, c'était une révolution, quoi, et c'était pas démocratisé à l'époque, c'était interdit, et elle le vivait vraiment comme un truc trop cool, et ça l'a beaucoup marqué. Du coup, le peu de connaissances que j'ai eu en rock jusqu'à ma vie adulte, c'était ce que ma mère écoutait très en retard dans sa chambre. On ne sait pas vraiment ce que c'est que de grandir, que d'évoluer en Russie, et justement dans l'URSS qui est devenue la Russie, et donc il y avait quand même cette envie de se dire il y a un autre monde derrière les frontières. C'est ça. En tout cas, du côté de la famille, du côté de ma mère, je sais que ma mère m'a raconté un truc sur mon père qui est pas terrible pour lui, mais bon, il entendra jamais ce podcast, c'est pas très grave, mais en gros, quand ils se rencontraient à l'université, donc ils avaient 18-19 ans, il y avait des élections, et mon père a expliqué à ma mère que on m'a donné ce tract, donc je suis allé voter pour ce parti, et ma mère, elle a pourri en mode, mais du coup, t'as pas lu, t'as pas réfléchi, mais ça va pas la tête. Donc voilà. Donc, du côté de mon père, on était plutôt dans l'endoctrinement pendant un temps. Au final, ça donne toi au milieu de tout ça. C'est ça. Et comment t'as grandi? Comment s'est passé un peu l'école, les différentes, on va dire, grandes étapes de l'enfance? Ouais, j'étais plutôt une enfant solitaire, hein. J'ai eu à travers toute ma scolarité, des amis ponctuels, des groupes d'amis ponctuels, mais ça n'a jamais vraiment tenu sur la longueur, parce que j'ai du mal à maintenir le contact depuis toujours. Et que quand j'étais dans des groupes d'amis, j'étais un peu le souffre-douleur. Donc voilà, plutôt solitaire. J'étais aussi plutôt solitaire en dehors de l'école, parce que ma mère faisait des horaires énormes et rentrait très tard le soir. Moi, j'étais autonome à l'âge de... Il y a des gens qui vont hurler sans doute en entendant ça, hein, je sais pas, mais moi je me souviens qu'à partir du CP, j'avais ma clé autour du cou.
Je prenais le bus scolaire pour rentrer et je me débrouillais. Le mercredi, ma mère m'avait appris à me servir du micro-ondes et je me réchauffais un truc et je faisais ma vie. On habitait dans une résidence avec plusieurs bâtiments et pas mal d'espaces verts et d'espaces de jeu au milieu. Et du coup, moi, je sortais, je faisais ma vie, du vélo. Je jouais avec les autres garçons qui m'ont aussi pas mal bouli au foot, à la gamelle, à la chasse à l'homme, etc. J'avais aussi quelques jeux vidéo, puis des livres, mais vraiment, je faisais ma vie et vraiment les devoirs à la dernière minute. Et ma mère, pendant un temps, s'en est vraiment pas souciée. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre en fait que j'aimais la solitude. Et alors, cette solitude, t'en faisais quoi ? Tu jouais avec quoi ? Quel petit monde fantastique tu te créais ? J'avais un peu de tout, mais j'avais surtout des Playmobil, dont ma pièce préférée, c'était le cirque. Donc, c'était prémonitoire. J'avais aussi quelques poupées, des Barbie. Je sais que je leur fabriquais des trucs parce que on n'avait pas les moyens d'acheter des accessoires, la maison, la voiture, machin. Je sais que j'avais fabriqué la voiture de mes Barbie avec une boîte en carton et des rouleaux de PQ pour faire les roues. Je mélangeais pas mal les jouets aussi. Un de mes trucs préférés à cette époque-là aussi, c'était d'aller fouiller dans le local poubelle encombrant de la résidence et j'ai récupéré pas mal de jouets et de trucs dont je me suis servi après. Enfin voilà. Ah, donc très bricoleur des petits, quoi. Ouais. Et quel rapport tu as avec la culture française ? Ma mère est persuadée que ça a commencé bien avant qu'on arrive en France, dans le sens où la culture française était la culture aristo par excellence en Russie avant la Révolution. Mais ce truc-là a persisté et du coup, avec des doublages absolument pourraves, où c'est-à-dire on entend les dialogues du film d'origine, il y a une voix, une seule qui traduit tout le film. Et avec ce genre de doublage en Russie... fait les deux voix. Ouais. Ouais, non, c'est une expérience. Et on a eu pas mal de films français à la télé, comme ça, notamment les films de Funès, etc., tous les Fantomas, les gendarmes, la Grande Vadrouille, etc., c'est très connu en Russie. Et ma mère m'a dit que quand elle était enceinte de moi, elle écoutait Joe Dassin. Et que quand elle écoutait Joe Dassin spécifiquement, je me mettais à bouger. Du coup, je me dis que c'est mon excuse pour bien aimer ce chanteur un peu kitsch. Mais non, Joe Dassin, c'est pas du tout kitsch. Et je fais une performance d'ailleurs sur Siffler sur la colline, hein, qui parle clairement du point de vue de l'agresseur harceleur de rue. Et du coup, voilà, je vais faire en mode cow-boy clown, c'est très rigolo. Donc voilà, ma mère est persuadée que ça a commencé bien avant. Et puis elle avait étudié le français avant de venir en France, donc elle était moins dépaysée que mon père. Puis mon père qui est pas resté, il est parti un an après. Aux États-Unis et mais donc t'es très du coup très 70, très 80 dans la musique. Il y a pas mal de ça, ouais. Après pas que, hein, ça a beaucoup dépendu aussi de mes beaux-pères, dont un qui est resté quand même 8 ans. Qui nous a montré des choses à ma mère et à moi, les tontons flingueurs, il nous a fait écouter Renaud, Brassens, Souchon, mais d'un autre côté, je pense que j'ai été façonnée par ses goûts à lui, et ce que ma mère aussi a pu piocher dans ce qu'il lui faisait écouter, je pense qu'elle pré-filtrait pour moi. Mais je sais qu'il me manque plein de choses, c'est-à-dire que j'ai grandi avec les rêves d'une personne française globalement, ou de ce que je pouvais éventuellement entendre à l'école ou ailleurs, parce que j'ai quand même regardé les Minicum, ce genre de choses, quand je pouvais. Absolument. Voilà, on est la Minicum génération. Ouais, non mais tu crois pas si bien dire. L'autre jour dans le fumoir avec mon fils drague, Laurent Tonnoir, on parlait des Minicum et en fait je me suis rendu compte qu'il connaissait pas. Ouais. Ça fait mal. En fait, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'avoir grandi dans un autre pays pour avoir des petits manques de culture générale. C'est ça. Générale, pas de culture, oui. Générale. Mais oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que... Mélissa, non, ne pleure pas. Waouh, waouh, waouh. Wow. Alors, j'aimais bien C'est Noël aussi, mais j'avais l'album. Hein. Oh mon Dieu. C'est Noël, et ce soir l'essentiel, c'est de regarder là-haut. Père Noël, fais-moi la vie belle, elle. Ah, j'adorais. Je l'écoutais en boucle, je l'ai fumé, ce CD. Oui, c'était des CD à l'époque, il y a quoi ? Oui, et on a connu les disquettes aussi. Et les mini-disques qui n'ont pas marché. Non. Moi, c'était comme des disques, mais en mini, voilà.
Mais oui, pour revenir sur ta question, parce que je sens qu'on est parti en roue libre. Il y avait une question. Oui. Du coup, ce que j'explique souvent, pour me justifier quand il me manque une rêve, ce qui m'arrive quand même très souvent, c'est que voilà, j'ai grandi avec une culture française très parcellaire, les goûts de mes beaux-pères, un en particulier, et ce que je pouvais voir éventuellement à la télé ou au musée, mais je faisais pas forcément des activités comme tous les gamins. Et d'un autre côté, j'ai plein de références russes, plutôt classique, mais tout ce qui est récent, des vieux films soviétiques, quelques groupes de chansons, des noms de clowns ou de cirque à Moscou, enfin ce genre de choses. Mais par contre, tout ce qui se fait actuellement, je vais avoir zéro idée, quoi. Donc je pense que ça nourrit vachement ce sentiment, même encore aujourd'hui, d'être russe en France. Et même si je suis pas allée en Russie depuis un moment et que je pense pas que ce soit exactement le moment d'y retourner, je me sentirais français, quoi. Donc ouais, c'est un peu compliqué. J'ai vraiment une culture assez aléatoire et en France et en Russie. Et un exemple assez rigolo de ça s'est manifesté justement en drague. Quand j'écrivais pour Committed, je crois que c'était en 2018, je suis allée à une lecture drague de Enza Fragola pour faire un reportage. Et en rentrant le soir, je dis à ma copine, oh là là, il y avait une histoire, c'était trop bien, ça parlait d'un éléphant qui avait plein de couleurs et tout, machin. Pour moi, c'était nouveau. Et du coup, elle me dit, tu connais pas Elmer ? Non, moi j'ai lu Ratus à l'école, mais c'est tout. Donc voilà, apparemment c'est un grand classique pour les enfants et moi je ne l'ai jamais eu entre les mains et il y a plein de trucs comme ça aussi pour des références adultes, quoi, où je vais vraiment pas avoir la rêve, quoi. Et c'est quoi ta comédie française préf ? C'est dur, mais si tu dis comédie, je vais dire les Tontons Flingueurs. Je les connais par cœur, je suis insupportable. Faut pas regarder avec moi si vous voulez profiter du film, parce qu'en fait je vais faire les répliques en même temps. Voilà, des vieilles personnes. Mais je rêve d'en faire une reprise drague, en fait. Comme dirait Jean Biche dans un épisode précédent, Miroslav et moi, on a très bien compris qu'on fait partie de la catégorie des vieilles, oui. C'est-à-dire qu'on est morte. Voilà. Et t'étais bonne élève à l'école ? Alors, j'étais... sans plus, disons, jusqu'au dernier trimestre du CP, où ma maîtresse, je ne sais plus quelle... Ma maîtresse, non, je ne sais plus maîtresse au collège, ma prof principale, prof de français, m'a dit, je ne sais plus quel mot elle employait, je ne pense pas que c'était médiocre, parce que c'est quand même très violent, mais elle m'a dit, je pense que j'étais moyenne, au moins quelque chose comme ça. Pas ouf, voilà. Je pense qu'il y avait plus de forme, mais j'ai pas kiffé. Et j'ai dit, je suis moyenne, d'accord, ok, très bien. Et à partir de là, jusqu'à la fin de ma scolarité obligatoire, j'ai eu les félicitations à tous les trimestres parce que j'ai bûché. Monsieur. Et oui. Pardon. Et je fais régulièrement des cauchemars. Bon, je sais que ça arrive à beaucoup de monde, mais où que je dois passer mon bac demain et genre, je vais le rater parce que j'ai tout oublié, quoi. C'est quand même dingue comment ça nous a traumatisé, ça. Les contrôles et tout, le truc où d'un coup, tu rêves que t'as un contrôle que t'as pas préparé. Ouais, ta vie se joue. Ouais, et ça a bien beau être loin derrière toi, c'est-à-dire que t'as quand même bien vécu depuis. Et ça fait très longtemps que t'as pas eu de contrôle, quand même. Merci de me le rappeler. Non, mais je parle de moi, je dis tu, de toi, l'auditorice derrière ces écouteurs. Mais ça n'arrête pas. Moi, ça m'arrive très très souvent. Ouais. Je pense au moins une à deux fois par mois, quoi. Ouais, au moins. C'est... Ah ouais, et c'est vraiment genre le truc de... C'est comme se retrouver tout nu devant la classe. Exactement. C'est la même chose, c'est ce même sentiment de complètement dépourvu, de pas savoir quoi faire, comment... d'être passé à côté, quoi. Ouais, waouh, les mêmes traumas, les mêmes rêves. Et en grandissant, est-ce que t'as trouvé des hobbies, des envies, des choses qui t'activaient, qui te motivaient ? Y a quelque chose qui a toujours été présent à travers mes jeux d'enfant, c'était que je me racontais des histoires. Donc dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à m'écrire des petites histoires, des petites poésies, rien de terrible, je pense, à l'époque, mais j'ai toujours eu une appétence pour ça. En termes de hobby, moi j'avais envie de faire des trucs de garçon. Évidemment, ma mère m'a dit non, tu n'iras pas faire de karaté, tu vas te casser le nez. Donc j'ai fait de la poterie, du badminton, du volleyball, j'ai même fait un an d'équitation, mais j'avais trop peur des chevaux, ça marchait pas, puis c'était beaucoup trop cher. J'ai tenté un cours de rock, mais il y avait vraiment que des vieux, j'ai cringé, je suis partie. Mais j'ai jamais fait un truc plus d'un an, quoi. Il y a rien qui accrochait. J'ai trouvé une vraie passion en dehors de l'écriture et d'être dans mon petit monde que je me raconte, juste après le lycée, et c'était la plongée sous-marine.
Comment t'es arrivé à la plongée? Et il y avait le patron de ma mère qui était plus ou moins ami avec elle en dehors du travail, qui était russe. Donc voilà, on fêtait le Nouvel An ensemble, par exemple, parce que c'est, disons, notre Noël à nous, pour les Russes non religieux. Le Père Grandfroid distribue les cadeaux le 31 décembre. Le Père Grandfroid? Le Père Grandfroid, oui. Donc c'est pas le Père Noël, c'est le Père Grandfroid. Le Père Grandfroid? Absolument. D'accord. C'est marrant. Et du coup, en russe, on dit comment, le Père Grandfroid? Dед Moroz. Ded Moroz. Très bien. Donc voilà, il y avait ces amis-là, donc un couple sensiblement du même âge que ma mère, qui avait deux enfants, dont deux ados qui avaient le même âge que moi à peu près, et ils avaient une maison de vacances à Argelès, et de temps en temps on était invités, mais ils ne voulaient pas qu'on passe la journée juste sur la plage. Bon, ça tombait bien, j'ai toujours détesté ça, à part nager, et du coup il y avait tout un programme culturel, là on va faire ci, là on va faire ça, et on a fait baptême de plongée. Moi je savais absolument pas ce qui m'attendait, et dès qu'on m'a foutu la tête sous l'eau, j'étais genre oh oui, je veux refaire. On est bien là, dans le silence, à juste entendre sa respiration, voir des bestioles magnifiques et avoir l'impression de voler, en fait. Donc, à partir de là, tous les sous que j'ai gagnés avec mes boulots étudiants, etc., toute mon énergie est partie là-dedans pendant plusieurs années. Mais c'était pas un milieu évident non plus. Hein. Pourquoi ? Je sais pas, peut-être j'espère que ça a bougé depuis, parce que j'ai fait quand même une grosse pause de 10 ans. Et là, je m'y remets avec vraiment un orteil, un bout de la palme dans l'eau, mais tout doucement. Mais c'était quand même à mon époque un milieu très très masculin, et du coup aussi très très hétéro, très cis, très très hétéronormé. Et du coup violent. Le nombre de fois où je me suis pris des réflexions sexistes sur le bateau, où on m'a mis la main au cul, ce genre de choses. Enfin, à l'époque, j'avais à peine la vingtaine, et bien que ça me mette en colère, j'avais pas encore les armes ni le caractère assez développé pour me défendre. Aujourd'hui, si cette situation se reproduisait, le mec il finit à la flotte avec toutes les ceintures de plomb qu'il y a sur le bateau, et il coule. Hein, je veux rien savoir. Mais à l'époque, je savais pas me défendre, et voilà. Quelle est la plus belle plongée que tu aies pu faire, ou un souvenir vraiment qui reste mémorable pour toi? Il y en a plusieurs, c'est compliqué, mais disons que j'ai mon épave préférée dans la rade de Marseille, qui s'appelle le Chawen, et qui est couchée sur le côté. Du coup, ça donne des images assez improbables, et aussi bien en souvenir qu'en photo. Donc, il y a cette épave-là que j'ai fait plusieurs fois. Et il y a un souvenir de plongée qui n'est pas tout à fait de la plongée, c'est-à-dire que j'ai fait un petit séjour chez un ami il y a très longtemps à La Réunion. Et en fait, on a fait une excursion avec une école de plongée, mais sans équipement de plongée, juste le masque, les palmes et le tuba, pour aller observer les baleines. En fait, l'idée, c'est de repérer un jet de baleine au loin, de s'approcher, de voir si la baleine reste ou si elle s'en va direct. Et si elle reste, on se met à l'eau, et on peut tenter d'aller voir de plus près. Et sur ces bateaux-là, en général, c'est pas forcément des personnes très expérimentées. Moi, avec mon mec de l'époque, qui étions des plongeurs acharnés, dès que le bateau s'est arrêté et qu'on a eu le feu vert, on a enfilé l'équipement, on a tracé, on est arrivé les premiers au plus près, et les autres étaient encore sur le bateau, quoi. Et du coup on a vu une baleine à genre 2 mètres de nous, et on voit la baleine qui descend, et on fait tiens, c'est quoi cette masse sombre au fond? Là c'était le petit, là c'est sa maman. Ah d'accord, ok. Et donc la maman nous voit, et genre elle commence à partir, et le petit manifestement avait plutôt envie d'aller au contact, quoi. Donc il suit sa mère, mais il est remonté vers nous en nous regardant, en faisant des tours sur lui-même, et avant d'aller suivre sa mère. Et je pense qu'il est passé à 1 mètre de moi, quoi. C'était le petit baleineau, c'était incroyable. Incroyable. D'un point de vue un peu étude, un peu métier, tu te destinais à faire quoi, ou qu'est-ce que tu avais envie de faire? Parce que si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait aussi une envie de raconter des histoires. Chez moi, la possibilité de faire un métier à connotation plus ou moins artistique n'a jamais existé. Je voulais faire un bac L, ma mère m'a dit hors de question, tu vas faire un bac S. Les saltimbanques hors d'ici. Exactement. Mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que le mot saltimbanque n'était même pas envisagé, on n'avait pas le droit de le penser à la maison, je pense, qu'on en était là. Donc j'ai dû faire un bac S, et j'ai pleuré très longtemps sur mes exercices de maths et de physique que ma mère ou ma grand-mère ou mon oncle, parce qu'ils sont lui aussi physiciens, ont essayé de m'expliquer, et c'était vraiment atroce. D'un autre côté, à cette époque-là, je voulais,
mon top métier, c'était vétérinaire. Donc oui, il fallait plutôt que j'aille vers la science, mais je me suis dit, il y a cette école là en Belgique, il n'y a pas besoin de faire de prépa, et j'aurais juste à étudier les matières dont j'ai vraiment besoin et ça va bien se passer. Mais ma mère m'a dit, tu vas pas faire une sous-école où il n'y a pas de prépa, parce que c'est ce genre de personne, scientifique, qui sait tout, mieux que tout le monde, tout le temps. Quand elle passait de temps en temps la tête au-dessus de mes livres, notamment de sciences, elle disait, ah, vous en êtes que là? Voilà, parce qu'elle m'expliquait tout le temps qu'à l'école, en Russie, on apprenait beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite, beaucoup mieux, blablabla. Donc j'ai lâché l'affaire parce que juste survivre au lycée était beaucoup trop dur avec les matières scientifiques et je me suis dit je vais me décider à être prof d'anglais parce que je parlais anglais couramment sans faire d'efforts et je me suis dit voilà ça pourrait être j'ai choisi un cursus qui m'aurait permis techniquement d'être prof d'anglais en France et prof de français à l'étranger parce que j'avais plutôt envie de me casser. C'était surtout de me casser du foyer familial sauf que à l'université ça s'est super mal passé. J'ai plutôt besoin d'un cadre pour faire les choses et le fonctionnement amphi, clairement, c'était pas pour moi. J'ai vu que moi, je prenais mes notes religieusement et du coup, je voyais bien que les gens avaient une espèce de relation d'intérêt avec moi pour pouvoir choper les notes. Donc, j'ai moyennement kiffé. Et 1 mois après la rentrée, il y a eu les blocages. Je n'arrive plus à me souvenir vis-à-vis de quoi étaient ces grèves. Honte à mon gauchisme, mais voilà. Mais c'était très certainement très justifié. Oui, non, ça j'en doute pas, mais voilà. Alors que pour les manifs contre le CPE, moi j'étais avec le mégaphone, on a bloqué la nationale à côté du lycée à Étampes. Enfin voilà, ça a été là quand même assez tôt, même si ça a été un peu en pause un certain temps. Et entre les grèves et le fait que je m'y sentais pas bien, j'ai lâché l'affaire. Donc j'ai trouvé un stage en soum-soum dans une boutique de plongée où j'étais rémunéré en matos. Donc moi, ça m'allait très très bien. Et pendant 6 mois, j'ai réussi quasiment à cacher ça à ma mère, quoi. Et j'imagine qu'elle l'a découvert. Oui, je n'arrive pas à me souvenir comment elle a découvert le poteau rose et j'ai pas eu l'impression que ça avait fait une grosse crise, contrairement à d'autres choses qui étaient peut-être entre guillemets moins graves. Mais il y a eu ce moment où elle m'a pris entre les yeux, genre qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires. Il n'y a pas d'école pour devenir écrivain, ça se fait pas comme ça. On va aller vers le journalisme. Donc je commence à faire mes petites recherches. La plupart des écoles sont payantes, puis c'est en cours d'année, c'est compliqué, machin, et je trouve une école privée qui fonctionne en temps normal à mi-temps pour que les élèves puissent avoir des stages à côté et vraiment avoir un côté pratique dans l'enseignement du journalisme. Et ils proposent chaque année, pour la première année, de faire une session de 6 mois à temps complet et de faire les stages durant l'été, justement pour les gens qui sont déçus de la fac. Donc c'était mon cas, mais je me dis, ça va coûter cher cette affaire, on n'a pas les moyens. Ma mère me fait, t'inquiète, ton père n'a jamais payé la pension alimentaire, c'est le moment de lui foutre un coup de pression. Allez hop, let's go la banque. Et c'est ce qu'on a fait. Le pire, c'est que c'est moi qui l'ai fait et j'y ai pris un certain plaisir. Et du coup, voilà, je pense que clairement, il n'a pas rattrapé son karma mathématiquement parlant sur ce coup-là, mais ça m'a sauvé les miches. Donc l'école se passe comme le reste, quoi. Socialement, c'est compliqué, mais un truc dont on n'a pas parlé, mais depuis l'enfance, j'ai eu un rapport compliqué à la bouffe parce que ma mère et ma grand-mère me transmettaient leur complexe, leur propre grossophobie intériorisée, et j'ai fait mon premier régime à 12 ans. J'ai été anorexique durant le lycée, pour la faire courte, et à peu près ça s'est relativement stabilisé. Et quand je dis stabilisé, c'est qu'en fait je testais tous les régimes à la mode, les crèmes amincissantes, les coupes-fins, enfin vraiment j'ai mis un fric monstre dans l'idée de me maintenir mince et jolie pour un homme hétéro. Et du coup, à cette époque-là, j'envisageais beaucoup la presse féminine parce que c'était un peu le mode d'emploi. Et du coup, voilà, j'ai fait mon premier stage, mon stage de fin d'année chez Elle.fr. Et du coup, moi, je me sentais comme dans Le Diable s'habille en Prada, quoi. Alors, pas exactement le même niveau de prestige. Hein. Les locaux étaient à Levallois, ça vend pas vraiment du rêve non plus. C'est pas New York, Levallois. Hein. Non, je confirme. Et derrière, j'ai fait... parce que j'étais saoulée de voir dans tous mes stages de
journalisme qu'il y avait des gens d'école de communication qui venaient piquer les stages aux bébés journalistes. Et du coup, j'ai dit, moi, je vais venir vous piquer un stage à vous et ça va me faire plaisir parce qu'en plus, j'ai visé ma maison de couture préférée. C'est très cliché, mais c'est comme ça. J'ai toujours été fascinée par les pubs Jean-Paul Gaultier qui passaient à la télé pour les parfums parce que l'univers me parlait. Et aujourd'hui, j'ai un énorme tatouage sur le torse qui fait référence à une de ces publicités et à cet univers. Donc, j'ai demandé à faire un stage au service de presse de Jean-Paul Gaultier et j'ai été pris. À l'époque prise. et voilà, ça s'est passé. J'ai plutôt bien terminé mon année. Tout le monde me disait genre ouais, avenir à Dieu de journaliste devant toi. Sauf que à cette époque-là, ma mère était retournée en Russie. Et du coup, je vivais chez des copains que j'avais rencontrés via la plongée. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et tout le monde me dit bon, là, t'as fini l'école. Il faut que t'ailles vivre avec ton mec qui habitait à Lyon à cette époque-là. Moi, ça faisait pas particulièrement partie de mes plans. Mais j'ai écouté l'avis général parce que voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se déplacer pour son mec. Il faut poursuivre le couple hétéro et sa réussite. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'évidemment, bébé journaliste, trouver du travail à Lyon dans cette sphère, ça n'a pas marché, même si j'y avais déjà fait plusieurs stages. Et du coup, j'ai trouvé un boulot alimentaire chez Sephora, pas n'importe quel Sephora, le Sephora du centre commercial de la Part-Dieu, donc en face de l'énorme gare. Haut de gamme. Ouais. Alors, oui et non. Ah bah, la Part-Dieu à Lyon, quoi. C'est le qui savent. Et du coup, j'y ai développé des skills en maquillage. J'ai aussi toujours, à mon sens, le plus aiguisé est l'odorat. Donc, je me suis aussi beaucoup amusée en fait en apprenant l'histoire des parfums, en apprenant à distinguer les notes. Donc j'y ai quand même trouvé certains intérêts. Mais c'est clair que voilà, être au contact de la clientèle et être debout toute la journée pendant quasiment 3 ans, ça a été dur, en étant payé au SMIC et avec des primes de temps en temps, mais qui étaient assez dures à obtenir parce qu'il fallait des gros objectifs pour mettre en avant notamment le groupe LVMH. Donc voilà, c'était compliqué et le reste du temps, j'étais en week-end, en vacances plongées, etc. Et en fait, j'étais constamment à découvert parce que j'arrivais pas à suivre le rythme de mon mec qui lui bossait. Il avait un emploi prestigieux et il gagnait 3 ou 4 fois ce que je gagnais. Et je payais quand même exactement la moitié du loyer et ça me mettait bien dans la merde et voilà. Et au bout de 2-3 ans, il y a mon père qui a décidé d'intervenir. Encore une fois, genre, bon, je pense que j'ai de la culpabilité à rattraper. Là, si tu retournais, il me demande aussi, là, si tu retournais à Paris et que tu essaies de reprendre le journalisme via un stage, par exemple, vu que ça fait 3 ans que tu n'as pas été journaliste, pour mettre le pied à l'étrier, il te manquerait combien par mois pour vivre ? Et il a fait ça. Donc, j'ai pu quitter mon couple toxique. J'ai compris après, en fait, ce qui se passait. Il y avait beaucoup de violence dans le couple, des remarques sur mon corps, trigger warning du viol conjugal, beaucoup de violence sur l'aspect financier aussi, quoi. J'étais vraiment dans une forme de soumission vis-à-vis de ça. Tout le monde me disait que c'était ce que je devais faire, en fait, maintenir ce couple, être cette meuf. Voilà, et quitter tout ça, moi à la base c'était purement pour le boulot, puis une fois que j'étais à Paris et que je reprenais les choses que j'aimais, pour moi, je me suis libérée. Et tout ça, ça arrivait aussi en même temps, dans un temps où je découvrais le féminisme et où ma colère montait et j'étais enfin capable de l'exprimer, de poser des mots sur des ressentis, sur des situations. Ça a notamment commencé par le fait de suivre la page, à l'époque c'était Tumblr, je crois, Paye ta schneck. C'était des témoignages sur le harcèlement de rue et ça, je pense que ça a été vraiment ma porte d'entrée vers le féminisme. Il y a eu les fémènes aussi pas mal, même si j'en suis revenue, vu qu'elles ont des positions transphobes et islamophobes. Il y avait évidemment tout ce qui se passait autour du mariage pour tous, parce que je suis retournée à Paris en 2013 et que moi j'ai toujours été bi. Ça a toujours été une évidence dès mes jeux d'enfant, quoi. Évidemment, le sujet du rapport au corps, j'ai lu beaucoup de blogueuses body positive en anglais avant que ça arrive en France. Je pense y avoir contribué un petit peu aussi. Et du coup, il y avait toute cette ébullition féministe et queer qui commençait à naître en moi au moment où je retournais à Paris. Et ce qui a fait que très peu de temps après, moins d'1 an après, j'étais dans ma première asso, Stop Harcèlement de rue. Voilà, pour toujours suivre la même ligne. Voilà, on faisait des collages d'affiches dans la rue, on mettait des capes à paillettes et des masques, on allait dans le métro, on interrompait les voyageuses pour leur dire ce qui était ok, ce qui n'était pas ok, leur distribuer des tracts, etc. Enfin, c'était l'aventure.
Et je me suis vraiment épanouie là-dedans, en fait. Si tu devais changer une chose à ton enfance, tu changerais quoi ? Ah ouais, t'as sorti les questions. Ah non, mais on a bossé. Ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de podcast. On se dit, tiens, prenons des notes de nouvelles questions. Donc du coup, je déplace le micro là et je vais aller me mettre sur le divan pour te répondre. Qu'est-ce que je changerais à mon enfance ? J'aurais bien aimé que peut-être les parents soient plus là et qu'ils remarquent que j'étais pas une enfant comme les autres. À savoir mon autisme. Personne n'a vraiment remarqué en fait des signaux qu'il y avait déjà et il a fallu que je découvre ça à l'âge adulte. Vers 2016, je suis tombée sur le blog de Julie Dachez, j'espère que ça se prononce bien comme ça, qui parlait en fait de son autisme et du fait que c'est plus difficile à diagnostiquer en fait chez les personnes assignées femmes à la naissance. Parce que ces personnes auraient une capacité à apprendre les codes sociaux par mimétisme beaucoup plus facilement que les personnes assignées hommes à la naissance. Justement, ces personnes auraient un diagnostic assez tardif, en général autour de la trentaine, suite à un burn-out, parce qu'en fait, on n'en peut plus de masquer. Masquer, en fait, c'est justement masquer c'est très autistique, le fait qu'on est mal à l'aise, etc., ou carrément crise d'angoisse. Bon, je fais des raccourcis énormes pour pas que le podcast dure 2 heures, mais voilà. Parce qu'en plus d'être autiste, j'ai des TOC, notamment des TOC relatifs à l'hygiène. Oui, coucou Miroslav, toi les mains, ce n'est pas un hasard. Je me disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit coup de... Ouais. Donc voilà, ça c'est deux choses qui sont distinctes mais qui cohabitent parce que j'ai un besoin de routine avec l'autisme et clairement les TOC sont parfois une colonne vertébrale par rapport à ça, mais quand je rentre de soirée drague et que je dois désinfecter, ranger immédiatement toutes mes affaires, etc., enfin, ça peut être un sacerdoce aussi. Bon, via ton engagement politique, c'est là où tu vas découvrir les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, puis par la suite découvrir le drag, mais ça, on en parle juste après les questions de Mia. Ça y est. Donc à la rédaction de la Quinterview, j'ai une assistante éditoriale de l'Extrême que tu connais bien, qui s'appelle... Mia. Elle s'appelle Mia, et Mia, maintenant, vu que c'est une grande fille, elle a même son propre générique. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Bonjour Mia, et donc Mia, elle est toujours accompagnée de ses parents et elle est allée enquêter sur toi, Miroslav. Et donc du coup, la première question de Mia, c'est... Bonjour Miroslav, est-ce que t'es un clown ? Oui, absolument, je suis un clown. Ce n'est pas incompatible avec le fait d'être un drag king. Mon personnage de drag king est un clown, reprend des éléments visuels du clown, mais aussi une manière d'aborder ses performances assez clownesque. J'ai pas choisi un registre particulier parce que des clowns, il y en a plusieurs. Donc je peux aussi bien être l'Auguste que le Pierrot. Ça va vraiment dépendre du mood, mais clairement, je me suis trouvé dans cette voie-là pour mon drag. Et en 2 mots, c'est quoi être un clown ? 2 mots. Allez, je t'en laisse 3, parce que je suis sympa. Non, 2 mots, ça allait bien, j'allais dire poète. Ok. Ou alors sniff. Oui, non, pour moi, c'est vraiment aller susciter des émotions chez les gens. Que ce soit les faire rire ou les faire pleurer ou autre. Ou un mélange des deux, ça arrive aussi. Pourquoi tu t'appelles Miroslav, toi les mains ? Eh bien, parce que j'ai, à l'évidence, un goût pour les jeux de mots douteux. Je savais que je voulais avoir un nom jeu de mots. Et je voulais trouver un nom slave. C'est pas la première direction que j'ai prise. Je t'ai ramené un truc un peu spécial sur ce sujet, la liste que j'avais faite avant de choisir mon nom. Mais voilà, j'ai cherché parmi les noms d'origine slave qui pourraient fonctionner en français, parce que typiquement il y a un prénom que j'adore en russe, c'est Vyacheslav. Mais en français, ça marche pas du tout. Déjà, Miroslav, c'est compliqué, alors Vyacheslav... Oui, voilà. Ouais. Dédicace à Jamie Niquet qui m'a appelé Bratislav toi les mains une fois, mais sur scène. Mais ouais. Bratislav Boys, toi les mains. Oui, je l'ai dans la tête depuis. Il va falloir que j'en fasse une perf, c'est obligé. Mais voilà, je voulais trouver un nom à consonance slave parce que je voulais honorer mes racines. Et puis voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Vu la situation des personnes LGBTQI+ en Russie, c'est ma manière de rappeler
rappeler qu'on existe, qu'on est là, même si on n'est pas forcément en Russie, et qu'il y a aussi des personnes queer et des personnes très très chouettes qui viennent de ce pays, qui y habitent, qui s'y battent encore. Donc il y avait cette volonté à la fois par rapport à mes origines et aussi politiquement d'y faire un clin d'œil. Rapidement, j'ai fait ma petite liste. Et j'ai fait tourner la liste secrète, c'est la dark list. C'est-à-dire comment on est arrivé à Miroslav Toi les mains. D'ailleurs, en parlant de se laver les mains, est-ce que j'ai le droit à mon petit coup de lavande ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Trop sympa, merci beaucoup. Moi, je m'en remets du coup. Ouais, trop bien. Ça sent bon là. Bah oui. Alors oui, donc j'ai été ramené un treat très spécial pour cette émission. C'est la liste des noms que j'avais envisagés. Alors c'est rigolo, c'est le premier. Je pense qu'il fallait arracher le pansement. Il n'a rien à voir avec les autres, c'est-à-dire que c'était pas une consonance slave. Je cherchais un prénom neutre et j'avais manifestement voulu faire un clin d'œil à Claude Quin, mais Claude Gratin, voilà, non. Non. Attends, pardon. Alors, stop. Le premier nom, c'était Claude Gratin. Oui. Ok. Bon, non, mais vas-y, suivant. Non, mais j'aime beaucoup le gratin, en fait, parce que je fais des jeux de mots, notamment dans les moments fat positive, où on est entre personnes grosses, militantes, anti-grossophobie, où je veux dire qu'il y a tout le gratin. Voilà, donc c'est en tout cas à tiroir, mais... D'accord. Voilà, mais non, clairement, ça ne marchait pas. Et les noms qui suivent, voilà, on était plutôt dans la vibe que je décrivais tout à l'heure. Donc, il y avait Boris Deviant. Ok. J'aime bien. Moi, de toute façon, un bon jeu de mots, ça me régale. Donc, Boris Deviant, c'est bien. C'était une option. Il y avait aussi Slava comme je te pousse. Pareil. Alors, très bien. Hyper bien. Mais alors, pareil, hein, Slava comme je te pousse, faut... Voilà. C'est vrai, vous dites Miroslav Toi les mains, c'est compliqué, mais j'aurais pu faire pire, ouais. Ouais. Slava comme je te pousse. J'adore cette expression que pas beaucoup de monde connaît, finalement. Il y avait Alio Châtaigne. Alio Châtaigne, ok. Le nom qui suit, c'était Miroslav Toi les mains. Et il y en avait un dernier, Sergueï comme un phoque. On est finalement dans l'univers du cirque, mais plus problématique. Comme un phoque. Et oui, on sait, c'est la voile du bateau et pas l'animal, mais moi, j'adore les phoques. Je veux fonder la house comme un phoque. La house of Pinniped. Incroyable. Ils étaient bien, ceux-là. Oui. Ah ouais. J'aime bien. Non, ouais, Boris Deviant, ça m'a plu. Attends, Slava, c'était quoi, Slava ? Slava comme je te pousse. Slava comme je te pousse, j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai fait tourner à quelques personnes, genre, vous en pensez quoi et tout. Personne n'a choisi... T'as fait un doodle. T'as fait un doodle de pas noms. À ce point, ça m'aurait angoissé. J'ai quelques personnes de confiance, genre, hey, t'en penses quoi ? Il y avait plutôt une préférence pour Alio Châtaigne, ou pour le dernier, Sergueï comme un phoque. Et évidemment, je n'ai écouté personne. Et j'ai choisi Miroslav Toi les mains, parce qu'en fait... oui, c'était une évidence. Ça fait appel, ça rappelle mes TOC, mon autisme, enfin mes neuroatypies, et je me suis aussi dit bon voilà, on sort. C'était en 2022, on y est toujours en vrai, mais en 2020, on s'est quand même tapé des tutos pour apprendre à se laver les mains. Alors que moi, on m'a toujours dit c'est le premier truc que tu fais quand tu rentres chez toi. Et je le fais beaucoup plus que juste là, à titre personnel. Mais voilà. Du coup, je me suis dit, ça va aussi servir de message de prévention. C'est ce que je dis en show quand je me présente. Miroslav, toi les mains. Et oui, c'est un message de prévention. Lavez-vous les mains. Voilà. Mia, une réponse bien complète pour toi. Est-ce que tu aimes les chapeaux ? Je me doutais. Je me doutais qu'avec ta fibre observatrice, tu allais remarquer ça. Mais oui, j'ai une passion pour les couvre-chefs. Quand je n'ai pas de chapeau en drague, je me sens à poil. C'est quoi ton pyjama ? Eh bien, comme la plupart des personnes qui ont répondu avant, je ne mets pas de pyjama pour dormir. Ouais. C'est quand même marrant qu'à chaque fois que je pose cette question, les gens me répondent à poil. Ah mais attends, je crois que je l'ai jamais dit. Je peux le dire, maintenant je dors en tenue d'Adam. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Mia pour toutes tes questions. On se dit à bientôt, au revoir. Au revoir Mia, merci beaucoup, j'ai adoré tes questions. Au revoir. Gros bisous.
Ouh. Eh bien, merci beaucoup Mia pour toutes ces questions et merci à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se les poser. Bon, avant les questions de Mia, on parlait de tes engagements associatifs et on arrivait sur une découverte de milieux associatifs aussi gays, queer, qui sont les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Qui sont-elles ? C'est une excellente question. C'est un grand désordre international de bonnes sœurs radicales. Elles sont nées sur une blague, littéralement, en 1979 à San Francisco. C'est plusieurs copains qui ont décidé, le week-end de Pâques, de sortir dans le Castro, donc le quartier gay de la ville, déguisées. Elles ont récupéré des costumes de bonnes sœurs et donc avec leurs grosses beubards des années 70, etc., qui dépassaient de la collerette et tout, elles sont allées se balader. Et c'était juste une private joke à la base, quoi. Sauf que, en fait, des gens sont venus leur parler en mode, enfin, des bonnes sœurs qui nous ressemblent, elles vont pas nous juger, on va pouvoir discuter, se confesser. Et elles se sont dit, il y a un rôle social, en fait, peut-être à tenir avec ça. Et elles ont commencé à le faire régulièrement. Et puis, à années 80, il y a eu la crise du sida qui est arrivée. La ville de San Francisco a été frappée très très durement par l'épidémie. Et les sœurs ont été les premières à éditer à l'époque un manuel de safe sex. Et donc les sœurs, elles existent aux États-Unis, mais elles existent aussi en France. Absolument, elles sont arrivées, elles ont mis, si je ne dis pas de bêtises, 11 ans à traverser l'Atlantique. Donc elles sont arrivées en France dans les années 90 et ont suivi leur chemin. Et jusqu'à croiser le mien en 2015 au Solidays, j'ai aidé à tenir le stand justement de Stop Harcèlement de rue. Et le stand des sœurs n'était pas loin et je sais que avant que j'arrive sur le stand, je suis arrivé un peu plus tard que les autres, on m'a dit oh là tu vas adorer, il y a les sœurs à côté et tout machin. Et effectivement quand je les ai vues, j'ai eu un énorme coup de cœur, donc tous les moments que j'avais de libre je les passais avec elles. Et puis le dimanche, donc le dernier jour de Solidays, j'ai vu leur messe, donc qui est un spectacle de 25 minutes environ, où elles disent qui elles sont, d'où elles viennent, ce qu'elles font, et qui commentent l'actualité LGBT et des discriminations, que ce soit bien en France ou à l'international, et passe des messages de prévention, tout en musique et en joie et en pleurs aussi, voilà. Et j'étais totalement obnubilée par ce que je venais de voir, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, et je les ai suivies jusqu'à leur stand. Je suis restée avec elles pendant qu'elles se démaquillaient, et je ne les ai pas quittées depuis. Est-ce que les sœurs, c'est une forme de drague ? Disons qu'il y a des désaccords là-dessus, dans le sens où aux États-Unis, où c'est beaucoup plus développé qu'en Europe, elles n'hésitent pas à se définir comme drag nuns, donc des nonnes drag. Et certaines font des lives pendant qu'elles se maquillent, etc., etc. Donc vraiment des trucs qu'on voit beaucoup chez les queens. En France, on va dire que c'est un élément de ce qu'on fait, mais vraiment pas principal, dans le sens où on n'a pas besoin d'être belle pour une sœur, on n'a pas besoin d'être belle pour être une drag queen non plus. Mais voilà, le maquillage, c'est vraiment, entre guillemets, un prétexte, dans le sens où se tartiner la figure avec notre blanc de clown et y ajouter ce qu'on veut, à la manière qu'on le souhaite et avec les résultats qu'on peut. C'est très disparate. En fait, on devient cette toile blanche sur laquelle les gens projettent des choses, et on crée un anonymat avec ce personnage qui est effectivement un peu drague sur les bords, mais qui est surtout une nonne, et c'est comme dit une sœur écossaise que j'ai eu la chance de rencontrer au conclave de Berlin en 2016. Nous sommes des clowns cosmiques, donc le clown m'accompagnait déjà depuis quelques temps. Et voilà, du coup, le fait d'avoir ce personnage, ce visage qui est difficile à lire parce qu'il est complètement redessiné, ça crée un anonymat, et les gens nous confient des choses, en fait, très rapidement, qui connaissent les sœurs ou non d'ailleurs, hein. Vraiment, des fois, en 2 phrases, on va recevoir des choses très très lourdes, genre je viens de me faire dépister, j'ai telle pathologie, je viens de me faire foutre à la rue, je viens d'être quitté pour telle raison, ou alors mon père vient de mourir d'un cancer. Enfin voilà, vraiment littéralement en deux phrases, on part sur des sujets hyper lourds comme ça, ou parfois on nous confie aussi des choses joyeuses, hein, c'est très chouette, mais voilà, on peut partir dans des discussions très très deep, justement parce qu'on est ces entités difficiles à vraiment
identifié, et ça marche aussi dans l'espace public, c'est-à-dire que nous, notre mission, c'est un peu effectivement aller au contact du public, parler de comment elles se sentent, parler de prévention, de lutte contre les discriminations, occuper l'espace en étant très très flamboyante, de manière plus ou moins belle ou plus ou moins moche, mais un des trucs qu'on dit souvent chez les sœurs, c'est que si moi, là, comme ça, là, je peux occuper l'espace public, bah toi, tu peux le faire tel que t'es. C'est quelque chose que j'aime d'ailleurs beaucoup chez les sœurs. Et il y a des éléments de drague chez les sœurs et de culture drague, mais je connaissais le drague d'avant. Dans toute cette période où je passais quasiment tout mon temps avec les militantes de Stop Harcèlement de rue. J'allais beaucoup dans des cabarets où il y avait des messages féministes, où c'était aussi bien du burlesque que du drag. Je pense même avoir vu des kings avant de voir des queens, mais j'en ai vu pas mal ensemble. Les premiers kings que j'ai vus, la conclusion de leur numéro, c'était après avoir dragué allègrement le public, ils finissent entre eux parce qu'en fait ils sont pédés, et moi ça m'avait genre... ça c'était incroyable. Je pense que ça doit faire on est en 2024 maintenant, donc 9-10 ans que j'ai commencé à aller à des shows. J'y allais beaucoup seul parce qu'en fait c'était dans mes suggestions d'événements sur Facebook, et ça m'intéressait, et voilà, j'ai commencé à suivre des personnes, et ça a fait son chemin. Après aussi avec les sœurs, on croise régulièrement des cousines drag, quoi. Et en rentrant dans les ordres en 2015, j'ai aussi commencé à regarder Drag Race parce qu'il y a eu les attentats, et il y a eu un peu un besoin de cocooner, et on m'a proposé de regarder l'émission. J'ai commencé par la saison 6. Et clairement, je me suis mis dans le bain très très vite. Ça m'a aussi apporté des éléments, de choses à tester pour mon personnage de sœur, ce qui marche pas dans la voix, dans l'expression, la manière de parler, peut-être des astuces ou des idées maquillage ou de tenue, etc. Mais voilà, l'influence drague sur les sœurs s'arrête là, disons. Mais clairement, ça a contribué à élargir et aussi formater en quelque sorte ma culture drague. Mais clairement, une fois que j'ai terminé la saison 6, j'ai envie de tout suivre, j'ai un FOMO, mais déjà j'ai aussi envie de regarder d'autres choses parfois. Comment? Oui, incroyable. Et il y a aussi ce truc de rapport un peu amour-haine avec cette émission, dans le sens où clairement je l'adore, et ça m'a énormément façonné, construit, porté, etc., rassuré, fait rêver, tellement de choses. Et d'un autre côté, avant même de me lancer moi-même en drague, j'ai bien vite eu conscience qu'il y avait un peu ce formatage. En fait, on a beau introduire des fois une ou deux candidates qui font des trucs un peu différents, elles restent quand même très normées, par exemple physiquement. Moi, j'attends toujours qu'on ait une vraie gagnante grosse dans Drag Race. Voilà, par exemple. C'est pas encore arrivé. Et le sujet des kings dans Drag Race, n'en parlons même pas. Mais ça finira par arriver. Ça ne s'appelle pas Drag Queen Race. On est bien d'accord. Et du coup, ta première fois en drague, on va dire, cette première étape, ce premier pas, comment il s'est fait, dans quel contexte, et à quel moment tu t'as dit, allez, vas-y, c'est mon tour? En fait, je pense qu'avant d'avoir dès mes premiers shows drag, dès mes premières années chez les sœurs, je sais que ça m'a titillé, en fait, parce que je me suis dit, j'ai quand même un certain goût du déguisement, du costume, ça me travaille, ça me fait envie, mais j'aurais jamais la confiance nécessaire pour faire un truc pareil. Moi, être le centre de l'attention, ça va pas la tête. Mais bien avant d'avoir des envies de faire du drag, je pense que je me suis déjà kingée plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai remonté il y a pas longtemps mes galeries photos, et même à l'époque où je travaillais chez Sephora, où j'étais hyper femme dans mon couple hétéro, etc. J'ai une photo de moi dans notre cuisine commune au moment de Noël, où on avait eu l'autorisation de se mettre en robe et de mettre un petit bonnet de Noël, etc., au lieu d'uniforme habituel. Et donc effectivement, j'ai mis ma petite robe noire, j'ai mis mon bonnet de Père Noël, mais c'était par-dessus une énorme perruque et une barbe de Père Noël, et j'avais découpé les fameux petits cotons qu'on utilise chez Sephora pour se démaquiller après avoir essayé des produits. Je les découpais en deux, et je les ai collés avec de la colle à fossiles sur mes sourcils pour me faire des gros sourcils de Père Noël, quoi. Et donc même à des moments où j'étais genre persuadée d'être au fin fond de l'hétérosexualité, c'était là. Et du coup, à partir du moment où je suis revenue à Paris, toutes les occasions que j'ai eues quasiment de me déguiser, ou je me suis fait une moustache ou une barbe, etc. Pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une copine, je nous ai pris des places pour Michou, et juste avant ça, on s'est kingé tous ensemble, etc. Enfin, c'était déjà là. Donc, la première fois où je me suis kingée, c'est un peu flou.
Mais on va dire officiellement. Officiellement. Avec le papier, le tampon et tout. Là où vraiment... Ouais, ça s'est fait en plusieurs étapes, je dirais. Mais la première fois où j'ai performé, parce que c'était surtout cet aspect-là qui me faisait peur. En fait, j'ai profité de la crémaillère d'un ami King, justement, qui a commencé quelques mois avant moi, Lord Adam de Cœur, que je mentionnais tout à l'heure, le chapelier, qui, du coup, ayant un peu de place dans sa nouvelle maison, a décidé d'organiser une scène ouverte pour la crémaillère. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, il y aura que des copains ou des copaines de copaines. Ils vont être gentils, ils vont pas me jeter des tomates, donc c'est l'occasion de tester. Et du coup, j'ai fait ma première performance, mais il se trouve qu'à cette soirée, il y avait aussi un thème déguisé et le thème me plaisait. Du coup, j'avais envie de passer facilement du moment où j'étais sur scène à mon costume pour la soirée. Donc en fait, je me suis juste collé une moustache et des sourcils en mousse argentée pailletée et j'avais mon costume, mais j'avais clairement pas l'identité visuelle que Miroslav a aujourd'hui. Par contre, c'était ma première performance. C'était sur une chanson d'Annie Cordy qui s'appelle Mon CRS, avec derrière, je projetais des images de violences policières. Et aussi des images de policiers ridicules, notamment Coluche ou gendarme, Louis de Funès, ce genre de choses. Donc ça, c'était les premiers pas de Miroslav. Donc j'avais mon nom, j'avais un peu ma première perf, l'énergie que je voulais mettre dans ce que je faisais, mais l'identité visuelle n'y était pas encore. À quoi ressemble Miroslav ? Alors, Miroslav, il a une grosse beubare noire, mais une beubare un peu particulière, une grosse barbe noire, mais qui évite soigneusement mon menton parce que je ne savais pas à quoi je voulais ressembler exactement, mais j'avais cet élément-là en tête, donc cette barbe, donc les favoris qui rejoignent la moustache, en gros. Donc là, Lemmy, la barbe du bassiste Rip de Motorhead. J'ai ce nez rouge ou d'une autre couleur et les joues assorties vraiment en petits ronds, plus ou moins petits, selon comment je me débrouille, un peu à la casse-noisette. Et un gros smoky qui est entre un maquillage des années 20 féminin donc et un maquillage de clown. C'est vraiment le compromis que j'ai trouvé et voilà, c'est assez massif comme maquillage et plutôt cartoon. Et ce menton ? Ah mais oui, c'est vrai, mon contouring de menton, mon fameux contouring de menton. Donc mon menton est libre puisque la barbe ne passe pas dessus. Et du coup, j'ai décidé de me faire une fossette assez exagérée. Et le grand jeu avec ma famille drague, entre autres, parce que ça s'est étendu depuis, c'est est-ce que c'est une paire de fesses ? Est-ce que c'est une paire de seins ? Est-ce que c'est une paire de couilles ? Ou maintenant, nouvelle option, maintenant que j'ai commencé à mettre du jaune, est-ce que ce sont des œufs au plat ? Alors moi, j'avoue que j'ai toujours vu des couilles. Mais surtout quand je me suis mal rasée. On parlait esthétique, on parlait aussi un petit peu performance, et quand j'ai dit que j'allais te recevoir aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a voulu s'adresser à toi. Et coucou Miroslav. Petite question de Tata Bertha. Qu'est-ce qui rend ton drague si unique et authentique, au-delà de ton esthétique si iconique ? Et en plus, je slam, je fais des rimes. Je t'embrasse très fort. J'adore ton drague, j'adore ton art, j'adore ton personnage. Continue. Et des bisous de Roger. Beaucoup de rimes en hic pour la Big Bertha. Eh ben déjà, je suis très émue, je m'y attendais pas, bien joué. Waouh. Et petite précision aussi pour les auditeuristes, si vous ne suivez pas suffisamment Bertha et son lore, Roger, c'est Lady Roger, c'est son chat. Voilà, on a un lien félin. J'ai 3 chats, Bertha a un chat, on parle de nos chats. Et donc, ça me permet de commencer à réfléchir à sa question, mais de digresser sur les chats. J'adore digresser. Et j'adore dire en show aussi, je digresse et que les gens disent graisse. Mais déjà, qu'est-ce qui te touche dans ce message ? Bertha, moi je l'ai vue sur scène. Je sais pas à quel point on a interagi, mais on s'est croisés en fait en soirée à des spectacles bien avant qu'elle fasse Drag Race. Et moi, je suis tombée amoureuse immédiatement en fait de ce qu'elle faisait, qui était différent de ce que je voyais ailleurs. Mais ce qui est rigolo, c'est que je pense que mes 2 premiers coups de cœur queen parisiens, c'était justement Bertha et Lola Wesh, donc 2 queens barbues qui font du burlesque, elles font des choses très différentes, mais c'est rigolo en parlant avec toi, parce que je te dis, j'ai l'impression d'être chez mon psy. Chez ma psy. Oh, je l'ai mégenré. Chez le psy. Et donc oui, Bertha, je vais tenter de répondre à ta question, mais c'est pas simple, je te revaudrai ça. Qu'est-ce qui rend mon drague Eh bien, mon zinzin. Je pense que c'est ça la réponse, c'est-à-dire que
Le grand mélange de mes névroses et de mes goûts, de ce qui me fait rire, de ce qui me fait pleurer, de ce qui m'émeut et de ce que j'ai envie de raconter, parce que le drag aussi, finalement, c'est dans cette continuité de moi qui ai envie de raconter des histoires, quelle qu'en soit la teneur, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit je vais être un drag king politique, je vais faire rire, mais il y aura toujours un message. Donc les premiers temps, mes premières perfs, c'était vraiment ça, et rapidement, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de créer des bulles de poésie, plus ou moins légère, ou juste de faire de trucs débiles pour le plaisir, et qu'en fait ça marchait aussi parce que mon personnage était déjà construit. J'adore faire du lip sync sur des paroles parlées, du texte parlé. Donc j'ai commencé par un sketch de Raymond DeVos qui s'appelle L'ange qui passe. Justement, ça faisait partie de ces choses que j'ai pu apprendre dans la voiture sur Rire et Chanson, parmi les trucs plus ou moins bons ou très mauvais qu'on pouvait y entendre quand j'étais enfant. Et je sais que ces jeux de mots, ces envolées lyriques complètement absurdes m'ont toujours touchée. Et quand j'ai commencé à faire cette liste plus ou moins consciente de trucs que je ferais plus tard quand je serais drague, c'était tout en haut sur la liste, ce sketch. Surtout que c'est quelque chose que j'avais jamais vu sur scène, en fait. J'ai toujours vu des chansons, ou du lip sync sur des chansons, ou des personnes qui chantent, qui dansent, etc. Mais j'avais pas vu de lip sync spoken word sur des sketchs d'humoristes. Donc j'ai commencé par ça. Après, j'ai commencé à introduire des passages spoken word dans des chansons. Par exemple, j'ai utilisé le moment où Louis de Funès fait le chef d'orchestre dans La Grande Vadrouille au milieu d'une chanson où il y a un refrain un peu entraînant, et du coup j'engueule le public en commençant à lui dire que c'était très bien, c'était très très bien, et puis ça finit par non, c'était pas mauvais, c'était très bon. Voilà, exactement. Reprenons. Au 17. Hop. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Au 17. Hop. Ensuite, j'ai massacré du Charles Trenet en le mélangeant au sketch de Danny Boone, Le Déprimé, qui clairement aujourd'hui aurait dû s'appeler Le Dépressif, pour parler de santé mentale, en fait. Donc j'ai mélangé Il y a de la joie à ce sketch-là. Donc voilà, je m'amuse, je m'expérimente, et j'expérimente là-dessus. Et le dernier sketch en spoken word, donc que j'ai travaillé en date et que tu as vu 2 fois, du coup. Désolée. Non, moi j'ai adoré les 2 fois. Merci. C'est un sketch de l'humoriste Pierre Rep. Pour le coup, je la dois à une drag queen. Je ne connaissais pas cette humoriste. C'est Eva Poré, donc une drag queen rennaise incroyable, qui, après avoir vu justement des stories où je faisais Raymond DeVos, m'a envoyé ça devrait te plaire et tout, check un peu. Et effectivement, j'adore l'univers de cette humoriste, du coup, qui feint très très bien un bégaiement, et qui fait beaucoup de contrepétrie, du coup, dans les moments où il s'en mêle dans ses pinceaux. Et le sketch que j'ai choisi s'appelle Le Slou. Le Slou pour le slow. Donc, en fait, voilà, il demande à une jeune fille de danser avec lui, et comme il est très mal à l'aise, il essaie de parler, sauf qu'il n'arrive pas à parler, et ça devient très gênant, mais en fait, c'est très tendre et très drôle. Aimez-vous le slou? Le slow, Mademoiselle Bernadette. Vous avez une tête à vous appeler Bernadette. Nerbadette. Nerd. Je suis si heureux de danser avec vous, j'ai les mots qui louchent. J'ai les mouches, les mots qui butent. Exactement, c'est trop mignon. Non mais vraiment, voilà, mon objectivité vous fera dire que si jamais vous voyez que Miroslav passe pas très loin de chez vous, allez le voir, parce que vraiment, vous allez passer un moment, ça va être poétique, ça va être joli, ça va être mignon, et puis surtout, ça va être aussi bien différent de ce que vous pouvez voir d'habitude, donc vraiment, n'hésitez pas une seconde. Merci beaucoup. Bah non, mais c'est bon, voilà, après, c'est bien vrai. Ça dépend du soir où tu tombes. Des fois, j'ai juste envie de faire un truc rigolo. Je veux dire, je fais littéralement la chanson, et je veux qu'on en parle pour le générique. La chanson Poète Poète, interprétée par Bourvil. Et je fais Poète Poète, et tu fais Poète Poète. Voilà. Et on fait Poète Poète. C'est ça. Okay. Mais du coup, je pensais que tu pourrais mettre je suis bip, enfin je suis poète au lieu de je suis bip, ou tu sais, un bruit de vieux klaxon, genre. Ah ok. Ah ouais. C'est pas inintéressant. Est-ce que j'ai ça là-dedans? Oh, ça peut-être plus en post-prod. Oh là, c'était une corde de bois. J'ai ça dans la machine. L'ambiance. J'ai ça. Ah non, mais j'ai tout mis là-dedans. T'aurais pu te mettre ça tout à l'heure quand t'as raté mon nom.
Et dis donc, je peux t'enlever ton micro aussi, hein. Ah, tu vois, là, on n'entend que moi maintenant. Vraiment pas très sympa. Génial. C'est des moments que tu vas couper, hein, tu m'en assures. On verra. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Bertha. Non, mais jamais. De toute façon, j'ai pris l'habitude. Tu ne réponds pas aux questions. Ah, juste moi ? Ouais. Voilà. Transition. Et on aime une bonne transition. Wink wink. Bah tiens, en parlant de transition. Wesh, si seulement c'était aussi facile, punaise. Oh, tu veux pas me prêter ta machine, là ? Ça aiderait pas mal de copains. T'imagines, c'était vraiment ça, c'est les transitions. En parlant de transition... I wish. Toi-même... Bip la bonne fée. Non, mais en plus, vraiment, le pire, c'est que c'est vraiment que j'allais parler de ta transition. Oui, je me suis douté. Mais j'avais pas prévu de... Oui. Bah non, ça c'était pas vraiment ce que j'avais prévu de faire. En grandissant, tu avais toujours senti qu'il y avait quelque chose qui était différent en toi, ou tout du moins atypique par rapport à ce que tu voyais autour de toi? J'ai toujours ressenti une forme de décalage, mais dans l'enfance, disons que je me suis pas posé la question et qu'on m'a pas trop laissé le choix sur l'expression de mon genre à partir du moment où on a vu que j'étais pas mince, dans le sens pas maigre, parce que j'étais sur le haut de la courbe de poids dite normale à l'époque, et qu'on a rapidement commencé à me faire chier avec mon poids, et que du coup j'ai fait des régimes très très tôt, et qu'ensuite j'ai pris du poids avec l'effet yo-yo et les hormones à l'adolescence, etc. Et en fait, on m'a rapidement fait comprendre, vu que j'étais pas mince, que ma seule solution de survie, ce serait l'hyperféminité. Du coup, je me suis mis là-dedans, mais finalement comme une drag queen. Mais j'en avais pas conscience. Mais plus je grandissais, plus je vieillissais, plus j'avais l'âge adéquat, disons, pour qu'on utilise le mot femme. Et ça m'a toujours mis mal à l'aise. Je me dis non, je j'arrive pas avec ce mot. Et ça a vraiment commencé par le mot, le concept, quoi. Et jusqu'à ce que j'ai... Comment dire, la preuve concrète de l'existence de personnes comme moi, en rentrant dans le milieu LGBT, en découvrant les transidentités, les personnes non-binaires, etc., j'ai compris que... j'ai eu les mots les bons mots à poser sur mon ressenti, sur mes questionnements, et il se trouve que c'est justement une sœur Clitothème, qui m'a posé la question, qui a commencé à s'adresser à moi au féminin, et qui s'arrête et qui me dit « Mais pardon, je te genre au féminin, mais peut-être tu utilises un autre pronom ?» Alors, à l'époque, non. Mais 2 ans plus tard, je commençais timidement à dire « Oui, ce serait pas mal que vous disiez Yel, s'il vous plaît. » Mais on m'a pas trop pris au sérieux avec ça, jusqu'à ce que je commence à prendre des hormones en 2020, donc de la testostérone. Et finalement, à la base, je pensais ne faire que ça, parce que moi, mon goal, c'était surtout d'avoir une moustache. Bon, on n'y est pas encore. Bon, il se trouve qu'en plus, actuellement, on traverse une rupture de testostérone, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, je pensais que ça me suffirait, mais plus ma voix a commencé à descendre, plus j'ai commencé à avoir des poils, plus finalement, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie d'avoir un peu plus de passing masculin, parce qu'au début, les premiers temps où j'utilisais le pronom Yel, j'étais encore dans cette hyper-féminité. Apparemment, c'est une phase courante chez les personnes trans, juste avant la transition, d'essayer de forcer sur l'autre côté. Et du coup... En 2 mots, c'est quoi le passing ? Le passing, c'est le fait d'être perçu dans le genre qui est le nôtre par autrui. Voilà. Après, ça devient compliqué pour les personnes comme moi qui sont le cul entre 2 chaises. Non, j'ai décidé d'être relou. Je suis bi. Je suis une personne non-binaire, même si je déteste l'expression non-binaire. Je n'aime pas me définir par la négative. Je dis pas que je suis non-mince, je dis que je suis gros ou gros quand je suis en king. Mais c'est le mot que les gens commencent à comprendre, donc je l'utilise comme ça. Le reste du temps, je dis plutôt que je suis gender fluide, que je suis une personne transmasculine, surtout transmasque, parce que voilà, je suis pas un homme non plus. Mais plus j'ai avancé dans ma transition, plus je me suis rendu compte que je voulais plus. Après, voilà, là on le voit pas, on entend juste ma voix, mais je suis recouvert de tatouages, j'ai plein de piercings, je change de couleur de cheveux comme de chemise, même si c'est pas le même degré d'implication qu'une modification de chemise. Voilà. Disons que voilà, je suis habitué depuis un petit moment aux changements corporels un peu radicaux, quoi, un peu permanents, donc
j'ai commencé à envisager la mammectomie, donc le fait de se faire enlever les seins. Et après avoir pris la testostérone, c'est vrai que ça ne m'avait pas effleuré l'idée avant, mais j'ai commencé aussi à ressentir de la dysphorie parce que je sentais que moi je bougeais, mais que le monde autour faisait toujours comme si j'étais une meuf, donc ça devenait un peu compliqué. Donc je pense que quelque part, il y a une partie de pression sociale presque intracommunautaire qui m'a poussé à le faire, mais je pense que c'est pas une raison plus mauvaise qu'une autre. Ça m'énerve beaucoup d'entendre les transphobes notoires qui militent contre nos droits actuellement et qui disent que les personnes transmasculines veulent fuir leurs conditions de femmes en transitionnant, en se mutilant, etc. Et ça me fait chier parce que j'en parlais dans la chronique que j'anime au Lobby une fois par mois, qui est une émission de radio sur Radio Campus Paris. J'en parlais en juin dernier. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour transitionner. Et je pense qu'il y a une partie de ça, pour avoir vécu un paquet de violences dans ma vie féminine avant. Oui, j'ai plus envie d'être perçue comme une meuf. J'ai plus envie de l'être. Et je pense que c'est pas une moins bonne raison, mais vu que c'est un argument qui est utilisé contre nous, il est difficile à remettre sur le tapis et c'est chiant qu'en fait nos récits soient normalisés. Typiquement, tu m'as posé la question, est-ce que depuis l'enfance tu savais que en fait les récits trans sont divers et ce qu'on va avoir tendance à visibiliser, c'est souvent moi j'ai su dès que j'étais enfant, etc. et c'est le cas de plein de personnes trans, mais il y a plein de personnes trans qui le découvrent sur le tard, que ce soit par manque de vocabulaire ou par il y a eu un déclic, une rencontre, quelque chose qui a fait que. Après, mais c'est ça pour la transidentité, c'est ça pour plein de sortes de parcours. C'est que les parcours sont singuliers, uniques, et tout le monde n'a pas la même expérience de vie, le même entourage qui va faire qu'en fait, on va pas forcément se rendre compte des mêmes choses. Où on parlait tout à l'heure de l'autisme, c'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, on est tellement habitué à être dans une société qui va vite, normalisée, où parfois on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas, mais après tout le monde a quelque chose qui va pas, donc on se dit pas forcément c'est ça, je suis pas né au bon endroit avec la bonne identité. Mais j'ai quand même une question. Top 3 des questions qu'on ne pose pas à une personne trans. Et déjà, tu vas faire l'opération ? Sous-entendu, en général, quand on te pose cette question-là, c'est en bas. En général, c'est ça que les gens veulent savoir, ce qu'on a entre les jambes, donc non. Ensuite, c'est quoi ton vrai prénom ? Ou c'est quoi ton prénom d'avant ? Ce qu'on appelle le dead name. Toutes les personnes trans n'en ont pas forcément. Mais en général, si on a changé de prénom, c'est pour une bonne raison. Et en fait, notre prénom, c'est celui qu'on s'est choisi. Point. Vous n'avez pas à savoir. C'est indiscret, c'est indélicat, et c'est juste de la curiosité mal placée. Oui, puis ça ramène constamment la personne à oui, c'est un homme qui est devenu une femme ou une femme qui est devenue un homme, ce qui n'est pas du tout la manière dont on parle des transidentités. Et la troisième, tu connais un tel ou une telle ? Non, toutes les personnes trans ne se connaissent pas entre elles. Quoi ? Tu veux dire que la transidentité, c'est pas un réseau social trans comme avec des antennes comme les fourmis, tu vois. Non. Quoi ? Tu m'apprends ça là maintenant, tout de suite ? C'est fou, hein. Ouais. Et c'est pareil avec le drag. Quoi ? On est beaucoup, mais souvent on va me dire un nom et je vais faire et après je vais aller checker sur mon Insta, genre non, je ne connais pas cette personne. Avant de nous quitter, est-ce que tu as des recommandations culture pour tous ceux qui nous écoutent ? Évidemment, Miroslav est un élève brillant qui a un carnet en toute situation avec des stylos de 2 couleurs différentes. Ces petits stylos, ASMR, le carnet avec les pages, c'est vraiment donc, là. C'est-à-dire que Miroslav a beaucoup mieux préparé cette émission que moi. Donc tu vas faire la fin, je te laisse. Très donc bien. alors, qu'est-ce que tu recommandes ? Vous avez un carnet, vous aussi, devant vous pour noter, parce que moi, on me donne l'occasion, on me donne un micro, j'ai fait une liste. Donc,
Déjà, je vous recommande... c'est parti. Je vous recommande donc le Lobby, une fois par mois, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. J'y ai ma chronique, j'y suis pas tout le temps, mais en tout cas, les camarades et moi, il me semble, ont fait un chouette boulot. Donc, allez-y, écoutez-nous, partagez, c'est chouette. J'ai évidemment envie de recommander le collectif Drague de ma famille, où il y a Zani la Lune et Vernita Green qui sont mes 2 parents, parce que c'est mon petit côté manif pour tous. J'ai un papa et une maman drague. Mais dans ce collectif, il y a aussi Ricoloscopia, Nick sa mère et Autopsie, donc 2 kings et une queen. Donc allez suivre leur travail, ils font des trucs incroyables sur Lyon, mais Yel se déplace aussi, n'hésitez pas à les booker, parce que je me doute qu'il y a quand même pas mal de Parisiennes qui nous écoutent aussi. On est passé en chronique, vraiment. Waouh, j'ai l'impression d'avoir un chronique. Ah oui, ça y est, j'ai ma voix radio. J'ai un chroniqueur avec moi et tout. Oui, bien sûr. Quoi d'autre à nous conseiller, Miroslav ? Mais ça tombe bien que tu poses la question. J'ai 2 livres à vous conseiller. Ah non, pardon. Voilà, non, on se trompe pas de bouton. Il y a La fin des monstres de Talma Desta, donc du coup qui parle de transidentité, c'est super bien écrit et ça permet de comprendre pas mal de choses sur les situations des personnes trans en France actuellement. Et il y a un roman qu'on pourrait qualifier d'expérimental d'une adelphe, Yann Sirota, qui s'appelle Foyer, qui a été édité chez Pousse-Pied. Donc c'est un récit écoféministe queer dans un futur plus ou moins proche, mais vraiment à découvrir et à faire partager. Il a clairement pas été assez apprécié pour tout ce qu'il apporte, ce bouquin. Et dernier point, le collectif King Taras. Donc c'est un collectif de kings racisés. Pour le moment, il n'y a pas de compte sur les réseaux sociaux où on peut les trouver directement, mais on me dit dans l'oreillette que ce serait en cours de T'as pas création. d'oreillette, mais mens pas. Chut, mais casse pas mon délire. Mais si vous voulez des infos sur ce que fait King Taras, vous pouvez contacter Chami Davis Jr. ou Victor Lemort sur leur compte Instagram et ils seront ravis de vous aiguiller. Eh ben, formidable. Oh là là, mais c'était vraiment une chronique. C'était incroyable. Multi-couvre-chef. C'est fou ça. Ah vraiment, King à chapeau, je vous l'ai dit. Et moi, petite recommandation, hier soir je suis allé à un spectacle que je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler mais je n'y étais jamais allé. Ça s'appelle les Franglaises. C'est à Bobino, dans le 14e, pas loin de Montparnasse. Et ensuite ils seront en tournée, une vingtaine de dates en France. C'est hyper drôle. C'est à la fois, donc ils traduisent des chansons anglophones en français. Ils sont 12 sur scène, mais ce n'est pas que ça. Au milieu du spectacle, ça part complètement en vrille, mais c'est-à-dire que vraiment, on ne voit pas venir ce qui va advenir jusqu'à la fin du spectacle. C'est un bordel monstre. C'est incroyable. Vraiment, pendant que j'y étais, j'avais envie de me dire, tiens, quand est-ce que je peux y retourner alors que le spectacle n'était pas encore fini. Donc vraiment, je vous conseille ça. Et puis sinon, voilà, j'ai envie de te dire, Miroslav, c'est la fin de cette émission. Tellement de choses que j'aurais pu dire et que j'ai pas dites. Comme quoi je sais pas que j'ai un petit côté Queen à barbe quand même et que c'est rigolo. J'ai choisi l'étiquette King, mais que ce que je fais est quand même assez flou en termes de genre, et que je pense que c'est un vrai sujet aussi parce que j'ai envie de montrer une masculinité qui est autre. Et que les clowns, globalement, pour moi, on dit les anges n'ont pas de sexe. Pour moi, les clowns n'ont pas de genre non plus. Mais voilà, ça suffit. Non, c'est pour ça que moi, drague, même si toi, vraiment, tu on va dire, revendiques du King, il y a un côté très très fort sur le drag clown, où vraiment, il y a un truc c'est un caractère, quoi. C'est vraiment, vraiment un caractère du bout du menton jusqu'au haut du chapeau. Eh bien, merci beaucoup Miroslav Toilemin et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye. Bye. Da svidania. Da svidania.